Donc, bah, c'est assez surprenant comme film de la part de Justin Lin. Non, en fait, pas tant que ça. Enfin, je vais m'expliquer. Il y a toujours plus ou moins les mêmes défauts et les mêmes qualités. Alors, non, puisque les scénarios étaient nuls dans les Fast and Furious. Mais au final, les qualités de réalisation de Justin Lin sont toujours les mêmes. Les scènes d'action sont impactantes, notamment les batailles en vaisseau avec toujours cet accent mis sur la catastrophe, hein, puisque c'est essentiellement des films de catastrophe, les nouveaux Star Trek. Et c'est devenu même la marque de fabrique de la série. Hein. Et c'est encore une fois très fort dans celui-là. Il y a l'entreprise qui se fait rentrer dedans, qui a des dégâts monstrueux. C'est filmé avec beaucoup d'ampleur. Il y a vraiment du gigantisme, de la vitesse. Il y a des secousses. On est vraiment physiquement dans le truc. C'est assez formidable parce que ces Star Trek ont réussi. Et on sent vraiment que J.J. Abrams a importé ça dans le Star Wars 7. J'y reviendrai à l'occasion. À mon avis, pas assez, et à mon avis, avec moins de nervosité, d'explosivité que dans les Star Trek. Mais bon, j'y reviendrai. Et ça, pour le coup, Justin Lin a vraiment respecté le cahier des charges, et il sait bien le faire. Déjà, dans les Fast and Furious, les scènes de poursuite étaient dingues, et là, il s'est vraiment éclaté. On sent qu'il a même pris du plaisir à faire ces scènes de poursuite en vaisseau et tout ça. Là, vraiment, il y a du très, très, très beau boulot. Globalement, l'action elle est vraiment maîtrisée et elle est fun. Je mettrais juste un léger bémol sur les quelques scènes de combat au corps à corps qui n'étaient pas parfaites chez Abrams, hein, que ce soit dans le premier, c'était un peu mieux dosé dans le premier, mais dans le deuxième notamment, on a John Harrison, il y a certaines scènes de combat qui sont un peu surcutées, qui, à mon avis, ont beaucoup d'impact, sont très efficaces, hein, mais qui auraient gagné à être plus organiques et à laisser tomber le côté très cut par moment. Même si, encore une fois, je trouve que c'est parfaitement équilibré dans Into Darkness. Et ça l'est un peu moins dans Star Trek Beyond. C'est un peu mou par moment. Il y a le personnage de Sofia Boutella qui se bat 2 fois, je crois, dans le film. Et la deuxième fois, c'est un peu poussif. C'est supposé être une sorte de revanche. Et je trouve que ça ne se voit pas dans les chorégraphies. Et en plus, ça n'a pas d'histoire. C'est-à-dire que, comprenez-moi bien, une scène de combat, toute scène de combat qu'elle est, c'est-à-dire on peut faire combattre 2 mecs pendant 3 quarts d'heure, en se venant donner des coups de pied, on a un qui tombe, qui se relève, et ainsi de suite, on peut continuer longtemps. Le cinéma vous fait durer des combats de rue 10 minutes, alors qu'un combat de rue, en général, ça dure 20 ou 30 secondes. Hein. Il y en a un qui arrive à connecter l'autre, ou qui arrive à le foutre par terre, il le marche dessus, et fin de l'histoire. Donc c'est très sec et sans glamour, le combat de rue réel. Le combat de cinéma a ce luxe qui peut donner de la durée, puisque voilà, évidemment, tout est faux, mais surtout parce que voilà, il faut raconter quelque chose. Et là, dans ces combats-là, il y a une gradation qui est assez artificielle, grosso modo. Le méchant court après Sofia Boutella, ils se battent un peu, ils se courent après, et voilà. Mais ça n'a pas grand intérêt. Ça démarre un petit peu sur le thème du « il est plus fort que moi », et elle reverse plus ou moins le machin. Mais c'est ni assez appuyé, ni assez inclus, j'ai envie de dire, dans l'histoire qui se passe autour, que je ne spoile pas, pour que ça soit complètement organique ou complètement tendu. C'est un petit peu posé là parce que ça devait arriver, quoi. Et je trouve que c'est une des limites du film, c'est un peu l'histoire de Sofia Boutella qui a tendance à être légèrement parallèle au lieu d'être au cœur du projet. Et je pense que par exemple, ils auraient pu très largement, je passe les détails du pourquoi du comment, mais elle finit bien sûr par aider les membres de l'entreprise. Et à cet endroit-là, elle pourrait avoir un rôle très important qui est finalement devient un peu bêtement secondaire. Il se passe ce qui doit se passer en parallèle et elle fait un peu son truc à côté, quoi. Et je pense que c'est dommage de ne pas avoir croisé ces choses-là et de les avoir réunies par un clou final qui est certes relativement spectaculaire, mais qui est loin d'être la scène la plus réussie du film ou le plan le plus réussi du film. Je pense qu'au départ, ils voyaient ça comme une grande idée. Je vous passe les détails, mes 2 personnages se rejoignent en l'air, enfin il y a un côté comme ça très cascade, mais au final je trouve que ça marche pas très bien, c'est même assez mou, parce que la tension n'y est pas, ni la sensation de danger, ni comment dire, l'urgence n'est claire dans cette séquence-là. Bref, je ferme la parenthèse, mais mis à part ce bémol des scènes de combat que je trouve un peu molle, jolie mais un peu molle, globalement l'action est vraiment maîtrisée et fun. Après, il y a les mêmes défauts chez Justin Lin dans sa réalisation que dans les autres films. Même si là, quand même, certaines phases de dialogue sont parfois réellement inspirées en termes de réalisation. J'en parlais juste avant, c'est le fameux
plan où ils sont tous les deux côte à côte dans l'ascenseur, qu'il reprend, mais qu'il reprend bien, parce qu'il y a des... Je caricature, il y a des moments où c'est légèrement en biais. En fait, le principe des plans d'ascenseur dans les Star Trek, c'est qu'on ne quitte jamais les personnages, c'est-à-dire qu'on est dans l'ascenseur avec eux, ce qui donne une sensation de proximité, ce qui fait qu'il n'y a jamais de plan, ou quasiment jamais, où il y a un personnage tout seul. En général, on voit les deux de face, ils commencent à parler, et si la discussion bascule de l'un ou de l'autre, pour différentes raisons, on va avoir un plan en biais où on verra les deux personnages. On sera simplement plus proche de l'un ou de l'autre. Et bien ça, il le fait, il l'utilise bien, je trouve, dans celui-là. Mais il y a aussi des phases de dialogue un peu molles, notamment entre Scotty et Jayla. C'est une histoire qui aurait pu être beaucoup plus nerveuse et intense, et au final, ça reste un petit peu du on se marche l'un après l'autre, on discute, quoi. Ce qui en plus n'est pas très réussi, parce qu'à ce moment-là, ils sont dans un lieu qui est un peu... dont la topographie nous échappe, donc du coup, on n'a pas grand intérêt à les voir aller à gauche, à droite, on ne sait pas trop s'ils sont près, proches, loin... Il y a une sorte d'indécision sur où sont les personnages, et cette sensation-là nous exclut un petit peu de l'histoire. Je reviendrai à l'occasion sur la topographie au cinéma. C'est extrêmement important pour un spectateur. C'est des choses qui se passent en termes de mécanisme inconscient, mais en un clin d'œil, on doit savoir où on est, et grosso modo, à quoi ressemble la pièce. Il faut qu'on ait une idée de la pièce, du lieu où se trouvent les gens. Tout simplement pour que on se sente quelque part. C'est très subtil, c'est pas évident du tout à réussir comme effet, ça demande beaucoup de finesse, de perspective, de jeu sur la profondeur de champ, la netteté, c'est vraiment très très complexe, mine de rien, d'arriver à cet effet-là. Et en plus, une fois qu'on le maîtrise, il faut jouer avec, sinon c'est beaucoup trop scolaire. Bref, et on sent que par moments, c'est pas scolaire chez Justin Lin, c'est même un peu faible. Ça manque de conscience de ces enjeux-là. Mais globalement, le positif l'emporte, parce que les dialogues clés sont bien sentis et maîtrisés, notamment les dialogues entre Uhura et le méchant Kral sont bien foutus, entre Kirk et Kral, le méchant, ça marche bien aussi, entre Kirk et Spock, comme je disais, ils parlent beaucoup moins que dans les films précédents, mais leur rapport reste très fort, donc ça fonctionne. Il y a vraiment eu un beau travail, il faut le dire, de la part de Justin Lin, parce que il y a une vraie application à respecter la qualité du travail de Rams, notamment dans les thèmes. Le thème de l'équipage, l'importance de faire corps et d'être une équipe, d'être une famille en quelque sorte. Pour être une vraie équipe, c'est une famille, de toute façon, ça n'existe pas autrement. Ça marche très très bien, le thème du film l'exprime bien, et du coup, Justin Lin l'exploite bien en termes de rythme et en termes d'émiettement de l'histoire pour finalement que les personnages se réunissent et reconstruisent le puzzle ensemble. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien et qui n'étaient pas forcément utilisées dans les deux premiers. Je trouve que c'est une des qualités de celui-là. Les personnages commencent à gagner vraiment en autonomie parce qu'ils récupèrent des éléments clés, chacun de leur côté, et une fois tous ensemble, ils reconstruisent le puzzle. Où il y a carrément une scène où ils reconstruisent mot pour mot le puzzle. Je suis pas certain que ce soit la meilleure scène, c'est une scène de piratage plus ou moins, et il y a une explication qui peut paraître un petit peu lourdingue, mais qui est logique en termes de sens et que je trouve l'emporte quand même au final à cause de la candeur de l'effet final, de l'utilisation notamment de la musique, d'une musique du premier film qui revient là et qui est utilisée à ce moment-là précis, donne beaucoup de corps et de cœur à ce moment et à l'histoire globalement. Il y a aussi le symbole du vaisseau qui est comme dans les deux premiers, détruit à un moment donné, explosé. Et c'est cette idée toujours récurrente dans les trois films, et je trouve qu'il y a une très bonne idée, j'espère que l'entreprise sera encore une fois explosée dans le prochain, de détruire le vaisseau, parce que ce qui compte, c'est pas le vaisseau en lui-même, c'est la famille, l'équipage. Et c'est très beau, et ça fonctionne encore bien ici. En fait, le vaisseau est détruit et c'est à chaque fois un symbole d'un équipage qui meurt pour renaître, parce qu'ils doivent tous apprendre et tous grandir. Absolument tous, pas seulement Kirk. Alors, j'ouvre tout de suite la parenthèse, je reviens sur ce que je disais avant, le body count est monstrueux. Quand l'entreprise a besoin d'apprendre un truc, il faut qu'il y ait 90% de l'équipage qui meurt. Donc c'est peut-être un peu fort, et je trouve que Kirk c'est un peu le côté gros des trois films, il faut un peu passer au-dessus. C'est un type qui perd les 3/4 de son équipage dans chacun des films, mais qui va te faire croire que son équipage c'est tout pour lui. Ouais, il prend beaucoup de risques pour un même il se fout dans beaucoup de guêpiers pour un mec qui a un tel attachement à son équipage. Bon bref, si on était un peu, entre guillemets, si on trollait un peu, on dirait...
il ferait mieux de faire un vaisseau croisière, et là il prendrait soin de tout son équipage réellement, plutôt que de les emmener faire de la découverte dans l'espace, et de s'étonner ensuite qu'il y ait des risques et qu'il y en ait plein qui meurent. Bon bref. Je ferme la parenthèse, je troll un peu, mais bon. En tout cas, ce symbole de l'équipage, du vaisseau qui est détruit pour finalement se reconstruire, et qui symbolise dans chaque film le pas de géant franchi par l'équipe pour être de plus en plus une famille, doit prendre chacun de leur côté, mais tous ensemble, en se posant de réelles questions, s'ils doivent partir, rester, ainsi de suite, en les traitant vraiment fortement. C'est une question qui est vraiment traitée dans celui-là, ce qui est très très bonne idée aussi en termes de thématique. Certains personnages veulent partir, pensent à partir et finalement évidemment restent, mais ça c'est pas un spoil, vous vous en doutiez, mais c'est bien pensé de l'avoir traité dans ce film-là. Ça donne une légère intensité en plus et une qualité à cette thématique-là en plus des premiers. C'est-à-dire ils ont eu l'intelligence de traiter cette thématique, mais en plus de la pousser aussi un petit peu dans une direction originale. Et ça, c'est une deuxième originalité, déjà liée à la première thématique dont je parlais avant, de la question du pourquoi franchir, aller vers l'infini comme ça, et repousser sans arrêt les frontières. Et puis, en plus, ça renvoie aussi à cette idée de la transformation, renvoie aussi à un thème, je trouve, qui est vraiment fort dans les Star Trek, et qui me plaît beaucoup en termes d'idéologie. Alors, je sais, le mot est un peu fort, mais vous me comprenez, c'est plus une idée, quoi. C'est que le véritable ennemi, c'est l'immobilisme. Dans les Star Trek, on sait vraiment que l'idée, c'est qu'il vaut mieux chercher et se perdre que de faire du surplace et régresser. Hein. C'est un sujet complexe, mais je trouve que traiter dans 3 blockbusters de suite comme ça, et traiter de manière aussi frontale, c'est vraiment culotté, c'est classe. Et je pense pas que ce soit un sujet si présent que ça au cinéma, notamment dans les blockbusters. Cette idée qu'à un moment donné, il faut aller non pas de l'avant bêtement, et c'est pour ça que j'insiste aussi, c'est pas, vous savez, c'est pas aller de l'avant tout pour la technologie, tout pour la science, et puis on verra ce qui se passe. C'est pas du tout comme ça dans les Star Trek, c'est vraiment l'idée que parce que tout le monde se développe autour de toi, tu te développes positivement. Et si tu es le seul à te développer, en fait, tu te développes pas. J'aime beaucoup cette idée, qu'à un moment donné, tu as la capacité de ta famille à se développer, et aussi ta capacité à te développer. En tout cas, elle renvoie à ce que tu peux réellement penser atteindre au sein de cette famille-là. Ça me plaît beaucoup, et je trouve que c'est vraiment bien traité dans ces 3 Star Trek. Je suis en train de dire grosso modo que Justin Lin a fait du bon boulot, mais c'est aussi parce que le scénario est vraiment très bon globalement. Et là, au scénario, c'est plus les copains de J.J. Abrams, j'ai oublié leur nom, je les mettrai à l'écran, je pense. C'est Simon Pegg et Doug Young qui ont écrit le scénario de ce Star Trek 3. Alors Simon Pegg, Doug Young, j'ai pas trouvé grand chose sur lui. Il a posé sur des trucs, mais bon, c'est rien de transcendant. Visiblement, c'était la première grosse collaboration. Alors, il a bien bossé, hein, mais comme je connais, j'ai du mal à trouver des infos sur lui. Je vais simplement dire qu'il a bien bossé avec Simon Pegg, et je vais surtout parler de Simon Pegg. Parce que Simon Pegg, en fait, il a été scénariste, notamment sur c'est un acteur anglais à la base qui a beaucoup tourné en Angleterre, notamment dans des comédies. Et il a scénarisé la fameuse trilogie avec Edgar Wright, la fameuse trilogie des Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End, qui en français s'appelait Le Dernier Pub avant la fin du monde, qui sont 3 excellents films d'humour noir anglais absolument superbes, chacun dans des thématiques de films de genre différents. C'est des films de genre très bien écrits, parce qu'ils manient l'humour noir, la satire sociale et de véritables problèmes existentiels avec une grande délicatesse et finalement une grande beauté. Ce qu'on n'attend pas du tout au début de chacun des 3 films. Je dis pas qu'on chiale à la fin, mais je trouve que ça touche quelque chose de juste à chaque fois. Je fais grossièrement, mais dans Shaun of the Dead, ça aborde la question de la fin de l'adolescence, et notamment la fin des rapports qu'un garçon peut avoir avec son meilleur ami. Je trouve que cette idée de l'arrachement à un moment donné pour pouvoir fonder sa propre famille, devenir quelque chose d'autre, en sachant que si on rentre dans cette nouvelle famille, on va quitter un tant soit peu le type de relation qu'on avait en tant qu'enfant, en quelque sorte. Et ça, c'est... Le film ne le traite pas du tout de manière aussi sérieuse que je suis en train de le dire là, mais il le traite de manière très sensible. Il le dit sans en rajouter, il le dit bien. Et avec humour, évidemment. Dans Hot Fuzz, il y a les fantasmes confrontés à la dure et ennuyante réalité. Et j'épilogue pas, mais c'est vraiment très très bien foutu. Et dans la dernière partie du film, ça trouve tout son sens avec beaucoup de finesse. J'en dis pas plus. Et puis dans The World's End, il y a le
le passage à l'âge adulte qui est aussi très beau parce que le personnage principal est un gars qui a vieilli en grosso modo en vivant la dernière partie de son adolescence et en y restant, quoi. Et à un moment donné, il lui est donné l'occasion de franchir complètement le Rubicon, d'aller au bout de ce truc-là, et il se rend compte que s'il va pas au bout, il pourra jamais être un adulte. Et ça, c'est au travers de l'histoire d'une invasion d'extraterrestres, et c'est dans la campagne anglaise, et c'est encore une fois excellent. Bref, il y a constamment dans ces films des personnages de comiques qui deviennent vraisemblables au fur et à mesure du film. Ils gagnent notre empathie. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que Simon Pegg, il sait écrire du scénario. Du bon scénar. Et on le sent dans Star Trek Beyond. C'est vraiment une histoire bien écrite, qui respecte, donc comme je le disais avant, les bases de la saga, et qui a l'intelligence de réellement donner encore plus de place et d'ajouter des thématiques justes dans cette base posée par Abrams. Hein. Je le disais avant, la fameuse idée de se perdre dans la recherche d'aller toujours plus loin, et en même temps la nécessité d'aller toujours plus loin pour grandir, se dépasser, se découvrir et apprendre à se connaître. En fait, aller toujours plus loin, pousser les frontières dans Star Trek, et le film le dit très bien, c'est d'abord pousser ses propres frontières. Les frontières physiques n'ont pas d'importance. Et le personnage du méchant dit à un moment quelque chose de très fort, et dit les frontières vont puisque vous cherchez à pousser les frontières vont vous rendre l'appareil, vont vous rendre les coups. Et j'aime beaucoup cette idée, c'est cette idée que la vraie frontière, elle résiste. Elle est en nous et elle résiste. C'est un peu dans toute chose, on essaie de se développer, on rencontre parfois des plafonds, et comment réussir à les dépasser, comment réussir à aller plus haut, c'est vraiment très complexe, et on sent une résistance en nous, hors de nous, et ainsi de suite. Et là, ils l'ont symbolisé par le personnage du méchant, qui littéralement est ça. Et c'est notamment parce qu'il y a encore une fois un rapprochement entre ce méchant et évidemment le capitaine Kirk, et c'est une très très bonne idée. Et c'est encore une fois à mettre au crédit du scénario qui est globalement très bon. Comme je disais, Justin Lin peut se permettre d'avoir des moments de vraiment mollesse dans la réalisation. Ça ne dérange pas parce que le thème principal fonctionne bien. Et quand la dernière partie du film arrive, et que arrive le fameux texte de l'Enterprise, et qui encore une fois revient couronner la fin du film, c'est une vraie réussite, et je ne dis pas pourquoi, vous verrez les faits, parce que c'est là que l'équipe fait corps. Elle fait corps parce qu'elle veut grandir ensemble, et c'était une très très bonne idée scénaristique de faire partager ce texte comme ça. Enfin bref, je crois pas avoir grand chose à rajouter sur Star Trek Beyond, qui je trouve est une vraie un beau couronnement de cette trilogie. Je dirais simplement en bilan que c'est vraiment un très bon film. Si vous l'avez pas vu, je pense que vous passerez un bon moment. C'est un film amusant au pire des cas. C'est un bon Star Trek, voire un très bon Star Trek. C'est vraiment une bonne continuation de la série. Dans les bémols, je dirais simplement que certaines scènes de combat au corps à corps sont un peu moins intéressantes, et certains dialogues sont un poil mous par rapport au reste. Mais le scénario est tellement bon, je pense que vous passerez largement au-dessus. Et puis, ou plutôt, mais je ne serais pas déçu que Justin Lin ne fasse pas le suivant. Voilà, Justin Lin, voilà, on l'a vu sur les Fast and Furious, quand il est sur un créneau où il se sent bien, il y reste pendant 15 films. J'espère qu'il ne va pas faire le suivant, et qu'on va y mettre un réalisateur voilà, qui tentera quelque chose de différent. Parce que tout simplement, la trilogie est terminée. Si J.J. Abrams revient, tant mieux, mais je pense qu'il a dit ce qu'il avait à dire sur les Star Trek. Alors, je serais pas mécontent qu'il revienne, je pense qu'il ferait du bon boulot. Mais je pense que c'est une série qui aurait tout intérêt à introduire d'autres réalisateurs et à vraiment tenter des choses à chaque épisode, parce qu'elle peut se le permettre maintenant. L'équipe, elle fait corps, elle est arrivée à un stade où, à mon avis, elle a plus besoin non pas de grandir, mais de s'affirmer comme étant une équipe. C'est une équipe, ça fonctionne très très bien. La preuve, c'est qu'ils ont vraiment essayé de faire en sorte dans le film que les personnages aient chacun plus ou moins leur histoire, leur groupe, leurs éléments à chercher, et ça a marché, et ça fonctionne vraiment bien. Du coup, maintenant, dans le film suivant, j'aimerais simplement les voir être confrontés à quelque chose de réellement original, nouveau, et je pense qu'un réalisateur réellement talentueux, culotté, serait le bienvenu à ce moment-là. Je dis n'importe quoi, mais
Un mec comme Matthew Vaughn me ferait plaisir sur un Star Trek. J'aimerais bien vraiment voir ce qu'il en ferait. Ou alors un Paul Greengrass aussi m'intéresserait beaucoup, même si je pense que c'est pas du tout son style, la science-fiction, mais tant pis. C'est simplement qu'il amènerait quelque chose d'original. Pourquoi pas Guillermo del Toro? Ça lui ressemble pas du tout comme type de narration, mais je suis en train de délirer. Mais j'aimerais voir des gens qui ont ce bagou, cette singularité-là. Justin Lin est vraiment un réalisateur efficace, hein, de high level, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je fais mon cake, j'essaie de réaliser des films moi-même, je suis pas à la cheville du niveau de ce mec, que les choses soient bien dites, mais le fait est que j'aimerais voir des réalisateurs un peu plus singuliers que lui, des gens qui ont une patte. Allez, je vais continuer de délirer, vous allez comprendre. J'aimerais voir Jim Jarmusch tenter un truc, j'aimerais voir Darren Aronofsky tenter un Star Trek, je dis n'importe quoi, parce que ça arrivera probablement jamais, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Des mecs qui sont capables de faire du blockbuster, ok, mais qui ont en même temps cette petite singularité qui va encore pousser un peu plus loin le concept et l'équipage, et je pense que ça ferait du bien à cette série de redémarrer avec quelque chose de frais, toujours avec cette équipe, mais vraiment de pousser encore plus loin le concept, parce que les acteurs vieillissent, parce que l'équipe commence à se connaître et qu'elle peut commencer à ronronner aussi dans un film qui ressemblerait trop au précédent. C'est peu probable parce que c'est un blockbuster et qu'en général les productions préfèrent répéter les formules jusqu'à ad nauseam, jusqu'à ce que les gens ont plus envie de les acheter, mais vu que J.J. Abrams a bien bossé dessus, vu que Simon Pegg a bien bossé sur ce troisième film, pourquoi pas espérer une suite qui poussera encore les frontières un peu plus loin. Voilà, je crois pas avoir grand chose à rajouter. Allez, si, je fais juste encore une toute petite parenthèse sur le méchant qui est joué par Idris Elba. Idris Elba qui est notamment l'excellent inspecteur détective Luther, série que je vous conseille de voir. J'ai vu essentiellement la saison 1 pour l'instant. Ils sont déjà à la saison 4 ou 5 je crois. Et c'est très très bien. Une excellente série, Luther. Très bien fait. Et qui est notamment Heimdall dans Thor. Enfin bon, il a des rôles comme ça et il joue... Alors là, je fais mon caca avec Luther parce que je viens de découvrir que j'aime beaucoup. Mais il joue aussi le rôle de Stringer Bell dans The Wire. Donc évidemment The Wire, si vous avez jamais vu ça, ça s'appelle Surécoute en français. Regardez The Wire. Je ferai une vidéo sur The Wire, c'est acquis. Mais ça me demandera énormément de travail, donc c'est pas demain la veille. Voilà, petit big up parce que Idris Elba est très bon dans le film et... malgré un maquillage que je trouve pour le coup est pas forcément bien senti et qui cache un peu son jeu, il est très bon. Et du coup, toute la partie finale autour de lui, je trouve fonctionne particulièrement bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai fini donc mon petit récapitulatif de la série Star Trek et notamment ma critique de Star Trek Beyond. J'espère que la vidéo vous a plu, que la formule vous plaît. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du film, ça m'intéresse énormément. J'ai écrit une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller dessus. Je mets régulièrement des vidéos d'autres personnes dont j'apprécie le travail, des critiques, plein de choses autour du cinéma. Et puis je poste aussi les vidéos quand elles sortent. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de HO. Salut!